Bienvenue dans Mosaïque Salsa, le podcast qui t'emmène au cœur de la salsa et de toutes ses facettes. Cette fois, c'est à Paris que je suis allée retrouver Esteban pour parler compétition, show et esprit d'équipe. Entre contraintes techniques, liberté artistique et travail intime, il partage son expérience et ses conseils pour créer des shows qui marquent les esprits. Tu n'as plus qu'à t'installer confortablement pour découvrir avec nous les coulisses des performances en salsa. Bonjour Esteban. Bonjour Mosaïque Salsa. Ce que je te propose avant qu'on commence, c'est que tu te présentes. Donc Esteban Venceslas Gaglio, 20 ans, originaire de Monaco, avec des origines de Martinique. Donc je fais de la danse depuis l'âge de 5 ans, donc ça va faire 15 ans. Et je fais de la compétition depuis l'âge de 6 ans, donc ça va faire 14 ans. J'ai commencé par la danse sportive, jazz, contemporain et maintenant SBK. Comment t'es arrivé si tôt, si vite dans la compétition? En fait, c'était une école où le cours de danse sportive était porté sur la compétition. Ah, donc c'était compétition sur les danses sportives. Ouais, c'est ça, Ok. c'est ça. C'est qu'en fait, on s'entraînait dans le but de faire des compétitions. Et du coup, c'est venu de manière assez logique. Sauf que là, c'est allé assez vite. J'ai commencé en octobre et l'année d'après, j'étais en compétition. C'est le thème dont on va parler aujourd'hui, la compétition. Mais juste avant, j'ai encore une question. Là-dedans, comment t'es arrivé dans la salsa? Dans la salsa, en fait, dans l'école où j'ai appris, où j'ai commencé, il y avait donc danse sportive, jazz contemporain et SBK. Du coup, vu que j'étais un peu hyperactif, on m'a mis dans tous les cours. Ok. Donc avant, la SBK c'était au même niveau que le jazz ou le contemporain, c'était un cours comme un autre en fait. Et aujourd'hui, tu pratiques encore le reste? La danse sportive beaucoup moins. Mhm. Alors je sais toujours la danser bien sûr, mais je l'entraîne plus. Le jazz, j'essaye toujours un petit peu de continuer jazz contemporain sur des petits projets vidéo. En plus, ça fait un peu partie de mon style que j'essaie d'apporter dans la salsa. Et la SBK, ouais. Enfin, sauf le K, bon. Ah, SB alors. Oui, c'est ça, SB. Je dis SBK parce que bon, c'est le milieu, mais SB, ouais. Puis on en vient donc au milieu de la compétition. Dans la danse, c'est quoi pour toi la différence justement entre quelque chose que tu vas présenter en compétition et un autre show ou même en société? Alors, la différence d'un show, déjà compétition et on va dire festival ou soirée comme ça, c'est que les shows de compétition, ils sont formatés. Donc déjà il y a un jury, donc ils attendent certains points techniques, certains points musicaux, certains points artistiques même. Il y a un format aussi hors de la danse, c'est-à-dire la durée de la musique, la tenue. Elle n'est pas imposée, mais il y a beaucoup de choses qui sont interdites. Par exemple, les filles sont obligées d'être en talons, coiffées, maquillées, donc c'est un format, on va dire, alors que le milieu artistique des artistes, c'est justement beaucoup plus artistique, beaucoup plus il y a moins de cases à remplir et plus de propositions. Voilà. Et après le social, complètement un monde différent puisque le social pour moi c'est de là où part la salsa en fait, c'est vraiment la passion, l'échange, la musique, le rapport. Donc voilà, pour moi c'est trois mondes différents. Et toi, quand tu danses, est-ce qu'en termes d'énergie ou de technique ou de ce que tu vas proposer, tu mets une grande différence dans ces trois moments-là? Alors oui, je sépare vraiment les trois moments, mais ils sont aussi complémentaires, évidemment, parce que ça fait partie du milieu, quoi. Donc par exemple, les shows de compétition, même si aujourd'hui j'essaie de faire des shows un peu plus artistiques, plus de propositions, par exemple, je vais pas m'aventurer dans un show de 7 minutes, parce que j'ai été formaté à faire des shows de 1 minute 30, 2 minutes toute ma vie, enfin, ma petite vie. Du coup, aujourd'hui, je peux dépasser de 3 minutes, maximum 4 minutes, mais je vais pas m'aventurer dans des grands shows. Tu viens de ce format un peu de la compète. En tout cas, t'es tellement habitué que c'est tes shows à toi hors compète. Et même niveau création, en fait, je suis pas à l'aise enfin, c'est pas que je suis pas à l'aise, mais je ne saurais pas faire sans ce côté explosif, ce côté demandeur et tout. Et après, dans le social, pareil, ça se complète parce que vu que la compétition ou même le show, ça demande beaucoup de technique. Les danseurs de show sont souvent réputés pour être plus agréables et plus techniquement bons. Après, c'est pas toujours le cas. Il y a des exceptions. Et il y a des danseurs de social qui sont très très bons techniquement. Parfois aussi, ce qu'on peut sentir, c'est que les danseurs qui font beaucoup de shows, du coup en couple, vont avoir une énergie qui est un peu différente des danseurs qui font pas de show. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Oui, dans le sens que les danseurs solos, souvent,
sont plus dans le partage. Il va y avoir moins de complexité dans les passes, moins de techniques vraiment de partner work, comme on dit, mais beaucoup plus dans la vibe, dans le flow, dans l'échange, alors que souvent ceux qui sont très techniques partner work, ça va être très très propre, mais souvent du coup ça manque un peu de flow. Donc bon, il faut essayer de trouver un le juste bon milieu. équilibre. C'est exactement ça. Est-ce que là, actuellement, tu es en train de préparer une ou plusieurs compétitions? Là actuellement, je suis en hésitation D'accord. entre continuer la compétition ou pas. Donc pour l'instant, je penche plus sur ne pas continuer, du moins faire une petite pause, voire arrêter, on verra ce qui arrive quoi. Mais voilà. Par contre, des shows en préparation, il y en a plein. Est-ce que je peux savoir pourquoi? Oui, tout à fait. En fait, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, dans le sens que la compétition, ça sert à formater. Donc pour moi, je renie pas du tout la compétition, c'est vraiment quelque chose de très très bien. Mais ça sert vraiment, voilà, à donner une base, à donner un format de base entre guillemets. Mais bah, par exemple moi qui en fais depuis, qui connu que ça en fait, maintenant j'ai envie de décorer autour de juste ce format compétition dur, faut y aller, faut y aller. Je parle pas du mental, je parle vraiment du côté artistique, Oui, oui, oui. du côté voilà décorer, ramener sa touche en fait, sa personnalité, parce qu'en compétition, même si chacun essaye d'avoir une touche, c'est quand même très, on reconnaît le style compétition. C'est-à-dire que quand même on va en festival et qu'on voit un couple ou un solo de compétition, on sait qu'il vient de la compétition, même si c'est très joli, hein. Mais voilà, donc là j'essaye de sortir un petit peu de ce cadre, d'essayer de, parce T'as envie que de plus de liberté, ouais c'est ça, c'est ça? plus de liberté artistique, aussi les contraintes budgétaires, parce que les compétitions c'est quand même un budget, il faut se déplacer, il faut payer le pass, il faut payer le passage, enfin il faut, voilà, c'est tout un système qui demande de l'argent aussi. De manière générale, quand tu crées une chorégraphie, si on parle plutôt sur le côté créatif, comment tu choisis ton thème ou le concept de ta choré? Comment tu t'y prends? Alors c'est assez vague, dans le sens que un rien ne peut m'inspirer, comme je peux avoir une idée, par exemple écouter une musique et j'ai déjà la choré dans ma tête, ou j'ai juste une idée de costume, une idée d'ambiance, de vibe que je voudrais créer, et autour je cherche la musique qui va, les mouvements qui vont et tout. Donc c'est vraiment très voilà, Ça peut partir de différents éléments en n'importe fait. quoi. Ok. Dans ton téléphone, tu as une liste comme ça de choses en attente. Tu dis ça, j'aimerais faire ça, ça et ça. Franchement non, ça reste dans ma tête. Okay. Dans mon téléphone j'ai une playlist show pour l'interrogation, pour les okay. musiques. Je me dis pourquoi pas, ouais c'est ça. Mais après tout ce qui est autre inspiration, je me laisse aller. Je vois que si ça mûrit, ça veut dire que bon, il y a du potentiel. Si je l'oublie, bah ça veut dire que c'était peut-être pas, ou peut-être plus tard ça reviendra. Enfin, je me prends pas trop la tête sur ça. Ok. Donc ça peut être voilà, une idée de costume, une musique qui te plaît, et donc les mouvements qui en découlent. Et pour les costumes, comment tu fais pour les choisir? Parce que tu en choisis pour toi, mais quand tu entraînes une team, j'imagine que tu choisis aussi pour les femmes que tu entraînes. Enfin, ouais, c'est ça. Comment tu fais? Moi, j'ai toujours une passion déjà pour le stylisme. Quand je vais être petit, je vais être styliste, donc je dessinais plein de robes et tout. Aujourd'hui, en rapport avec la danse, c'est surtout parce que le costume, ça va être l'interaction la plus simple, entre guillemets, entre le public et le danseur. C'est quand on voit un costume, on sait déjà à peu près de quoi ça va parler. Ou du moins, même que la musique commence, ouais, en fait, c'est ça. c'est la première chose qu'on voit. Et c'est ça. C'est vraiment le bonjour, quoi. Je suis habillé comme ça veut dire que je vais danser ce style-là. Mais pas toujours. Mais pour moi, le costume, ça doit représenter ça aussi. Okay. Et donc, voilà, j'essaye de m'inspirer de ce que je veux créer, l'ambiance que je veux créer, parce que j'essaie toujours de raconter une petite histoire, même si l'histoire n'est pas visuellement, voilà, mais dans ma tête, il y a une histoire. Et puis, quand par exemple, pour des teams, je leur explique ce que j'ai vu, quelle ambiance on doit créer, quelle histoire ça raconte. Déjà la musique, par les paroles, il faut un peu rester connecté, quoi. Donc voilà, le costume découle de ça, découle de l'ambiance. Et du coup, tu fais un dessin, tu fais. ouais. Okay. Je dessine, ouais, j'ai un croquis à l'époque, enfin à l'époque. Aujourd'hui, j'en ai plus malheureusement, mais j'avais un papier avec juste la silhouette, donc une silhouette homme, une silhouette femme, et je dessinais dessus. Et après, tu donnes ça au couturier. C'est ça, c'est ça. Et souvent, les couturiers ou couturières que je rencontre, ils sont assez, je sais pas si c'est surpris ou
parce que en fait, j'arrive, j'ai vraiment quelque chose de Bien carré, défini. quoi. Et après, je prends toujours ce qu'ils ont à me dire parce que c'est eux les professionnels. Mais voilà, j'arrive toujours avec quelque chose de précis et carré. Oui, des fois, en termes de matière ou Mhm. d'extensivité, etc., il y a Oui, soit oui, c'est des ça. limites ou des choses qui peuvent apporter en plus Ou à moi. ou en moins. Oui, c'est ça. Genre ça, c'est pas possible. Par curiosité, est-ce que tu continues à travailler avec un ou une couturière à Nice ou tu as trouvé des gens ici? J'ai trouvé une couturière ici et j'avais alors deux couturières dans le sud, une qui ont arrêté pendant le Covid. C'était deux D'accord. sœurs, voilà. Et après j'en ai une autre sur Nice. Et elle, oui, on est toujours en contact. On a fait le costume que j'ai en couple, les deux costumes que j'ai en couple avec elle. Et après en solo, vu que je suis sur Paris, c'est plus simple D'accord. d'être là sur Paris. Parce que ça, c'est quand même très niche comme demande et c'est pas toujours facile Mm. de trouver des gens qui sont capables et formés et qui ont envie aussi de C'est faire des ça. costumes. Franchement, c'est une des parties les plus compliquées, la conception du costume, parce que il faut trouver des gens qui soient capables de faire ça, de répondre à nos attentes, parce que c'est pas de la GRS, Mm. c'est pas non plus une robe de mariée, C'est c'est pas du pas du patinage. classique, soit du patinage, voilà, c'est vraiment spécial. Donc ouais, il faut arriver à trouver. Et là, tu parlais de ta playlist Mhm. show, point d'interrogation. C'est quoi pour toi une bonne chanson pour faire un show? Ou en tout cas, qu'est-ce qui toi t'inspire? Ah, ça dépend. Parce que du coup, pour moi, un show de compétition, il doit être assez complet. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir lire la musique, une intro, une bonne première partie dynamique. Souvent, il y a une troisième partie un peu plus douce et une conclusion qui pète. Pour moi, ça, c'est vraiment le format compétition des shows. Parce que comme tu es limité en temps, j'imagine qu'il faut beaucoup retravailler Mm, la musique et mm. réussir à faire ce montage-là. C'est ça. Aujourd'hui, franchement, j'ai beaucoup moins de mal à monter les musiques parce que dès que je les écoute, je vois là je coupe, enfin ça j'enlève, ça se répète, un truc comme ça. Mais le processus quand j'ai commencé à couper mes propres musiques, que ma coach a arrêté enfin m'a dit bah, coupe, c'était compliqué, c'était la transition était était En fait, floue. tu es obligé de développer plein de Et ouais, compétences c'est ça. Bientôt je différentes. me mettrai à la couture. Ouais, et on vient de dire il y a une place à prendre. Et ouais, Ok, donc ça c'est plutôt pour les compètes. et c'est ça, oui. Et pour le choix artistique, je trouve qu'il faut prioriser déjà l'originalité du son. D'accord. Ou totalement l'inverse, c'est-à-dire quelque chose, un son très connu, mais sur lequel on va proposer quelque chose de totalement différent. Ok. Ça, je vois si. En fait, une des émotions que tu cherches à provoquer, si je comprends bien, pour les spectateurs, c'est la surprise. Ouais, c'est la surprise et c'est aussi dans le sens de marquer, de se dire ah bizarre qu'il ait fait ça, mais ce bizarre dans le sens c'est pas que j'ai pas aimé, c'est pas que j'ai non plus surkiffé, mais il Je y a eu m'y une attendais proposition, pas c'est ça. et Il y c'est a un eu une mauvais dans la tête. proposition, c'est ça. Il y a eu une proposition. Pour moi, c'est vraiment ça la recherche artistique dans la danse en général. Et on a commencé à parler de team. Là, tu as monté donc Meraki l'année dernière. Est-ce que c'était ta première expérience de team que tu as menée en compétition ou pas? Tu Alors avais déjà fait ça avant? que je crée moi, c'était ouais, ma C'était première un team. premier. Par contre, moi, j'ai été formé dans une team, du coup, la team jeune de Ramark à l'époque à Monaco. Donc le travail de team, entre guillemets, en tant que danseur, je vois ce que c'est. Après, en tant que leader, du coup, c'est encore différent, mais c'est pour ça que je fais ça aussi, pour se challenger. Et donc voilà. Je t'ai demandé comment tes chansons étaient arrivées dans ta playlist, comment les danseurs sont arrivés dans ta team. D'ailleurs, au sujet de juste une petite aparté de la musique du coup de Meraki, du premier show de Meraki. Là, j'ai voulu faire sur du Celia Klaus Oui. parce que ma première choré avec donc Ramark Team, ma première choré en team, quand j'en avais 13 ans, 14 ans, c'était sur du Celia Klaus. Donc c'était un Tu petit, t'es voilà, fait un petit clin d'œil. c'est un même si beau. Donc les danseurs. Comment, voilà. Au début, je voulais que des danseurs sur Paris D'accord. parce que je suis basé sur Paris, c'est beaucoup plus simple Mm. pour former une team. Et ce que je cherchais, c'était un potentiel déjà physique, enfin technique, dans le sens que il y a pas trop de mauvaises habitudes sociales parce que à Paris les gens sont très très sociaux, même s'il y a de plus en plus il commence à avoir des formations, des shows, des teams, des trucs comme ça, mais bon c'est quand même une majorité de danseurs sociaux dans la salsa
Et donc, ce que je cherchais, voilà, c'était ce côté technique de corps, conscience aussi de corps et conscience aussi psychologique et avoir un moral et avoir une réflexion de se dire, ok, là, on va amener la danse à un step supérieur, donc je m'y mets. Donc voilà. Avoir le bon mindset, en fait, Ouais, avant c'est d'être ça. prêt. C'est ça, d'être. Moi, je fais ça depuis que j'ai 5 ans, 6 ans, mais il y a des gens qui dansent depuis 10 ans, qui ont jamais poussé la danse à ce stade d'exigence, et donc il faut voir si ils en sont capables psychologiquement. Et tu te rends compte que toi, comme tu as baigné dedans depuis tout petit, t'as pas toujours le même état d'esprit que d'autres personnes. Ouais. C'est ça. Alors, de plus en plus, parce qu'au début, je me suis dit, bon, oui, moi, je suis compétition, donc voilà, il faut y aller. Mais je pensais pas à ce point être être énervé comme ça dans mon cerveau comparé à d'autres danseurs. Mais bon, je le vis bien. Ok, donc vraiment sur l'état d'esprit, sur la capacité technique et physique. Est-ce que c'est que des danseurs que tu connaissais personnellement ou pas? Alors personnellement non, mais oui, je les avais déjà vus. Je les avais déjà tous vus danser, que ce soit en vidéo ou quoi. Et du coup après j'ai dû étendre la recherche hors Paris. Quand même hors France, Hors, finalement. hors Méditerranée même. Et bon, aujourd'hui, ils sont tous sur Paris, ceux qui font partie de la team. Donc c'est cool, quoi. Mais ouais, donc c'était des feelings, on va dire. Des feelings, des choses qui dégageaient, des choses, rien que des fois quand on parle, on va dire pas beaucoup, autour d'un verre dans une soirée sociale ou quoi. Déjà, je sens, j'interprète un petit peu la personne. Et combien de temps t'as mis à concrétiser ce projet? En tout cas, entre la première fois où tu t'es dit je vais monter ma team et le moment où ça y est, tout le monde avait dit oui, il s'est passé combien de temps? Alors en fait, j'ai monté la team en montant la musique. C'est-à-dire que je me suis dit, c'était l'été du coup 2023. Oh non, ouais, l'été 2023. C'est ça, on est l'été 2023 où je me suis dit, là, j'ai envie de faire une team. En fait, j'avais envie de faire un projet partner work où j'étais le leader en fait. Où j'étais vraiment la personne qui motivait, qui tirait, qui créait aussi sur le côté création. Et du coup, dans la foulée, j'ai monté la musique. Après, j'ai commencé à contacter des gens sur Instagram, Facebook, voilà. Et j'ai commencé à monter la choré en septembre, à la rentrée. Et le premier entraînement qu'on a fait donc tous ensemble, c'était en décembre. Donc on va dire de septembre à décembre, il y a eu le partage, de la choré, de la musique, du mindset, voilà, de la team. Ouais, ça a été assez vite parce que en fait ça s'est fait assez pas naturellement, mais c'est-à-dire qu'au fur et à mesure je partageais, au fur et à mesure ça se concrétisait. Et par contre en décembre, le premier training, là quand ça s'est physiquement concrétisé, je me suis dit ok bah let's go. C'est parti. Et là, quand tu leads une team comme ça, comment tu fais quand il y a des différences de niveau? Alors peut-être qu'elles n'étaient pas très très importantes, mais pour faire progresser, faire évoluer quelqu'un de manière individuelle et garder la cohésion de groupe. Comment tu t'y prends? Alors déjà aujourd'hui, depuis la rentrée de septembre, j'ai séparé la team pro et semi-pro. Donc c'est-à-dire que il y a un niveau, on va dire formation, où c'est quand même beaucoup plus que des amateurs ou que des inters. C'est des inters confirmés, voilà, que je pousse pour un jour venir dans la pro ou pas, hein, ou qu'ils aillent ailleurs, mais voilà, dans le sens de les élever techniquement et artistiquement. Et après, il y a le côté donc dans la pro, c'est même pas en fait qu'on n'avait pas tous le même niveau technique, c'est qu'on n'avait pas tous la même technique en fait. Ça partait déjà de là. Donc moi, j'essaye de verbaliser beaucoup de métaphores, beaucoup, un peu trop d'ailleurs, mais beaucoup de métaphores. Mais après, je pars du principe aussi que le travail il se fait dans sa tête. C'est-à-dire que je donne les clés. Si tu veux ouvrir la porte, vas-y. Si tu veux rester derrière la porte, voilà. Il y a d'autres. Si tu restes derrière la porte, ça va poser un problème à un moment donné. Eh oui, mais du coup, tu t'en vas. Ah oui, Tu restes derrière la porte, mais ciao, ciao, quoi. Mais après, je sais qu'il y a d'autres pédagogies. Il y a des pédagogies où on tire beaucoup plus, où on explique pas à pas et tout. Mais en fait, je trouve que c'est un peu comme l'éducation.
un peu comme l'éducation. Si on cocoon trop un enfant ou quelqu'un en formation ou quelqu'un qui tente d'apprendre quelque chose, le jour où on le lâche, il sait plus rien faire parce qu'en fait, il a pas appris à lui-même conscientiser la chose. Donc moi, je pense que c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, j'arrive à faire tout ce que j'entreprends, ou à entreprendre plutôt tout ce que j'entreprends, parce que on m'a dit fais ci, on m'a expliqué comment, mais après, c'est à moi de me débrouiller et trouver le chemin dans mon corps et dans ma tête, en fait. Sur l'autonomisation, en fait. Ouais, c'est ça. L'autonomisation et le côté, bah en fait, c'est toi le danseur, c'est ton corps, c'est ta tête. Quand tu rentres dans une salle de danse, on y est 8, mais en vrai, t'es seul. Même si tu danses avec une personne, t'es seul, quoi. C'est comme ça que je travaille l'uniformisation de la team, quoi. Et un peu en lien, comment tu travailles la synchro? La synchro, bah des fois, je m'enlève de la team. Je les regarde, je leur dis ça va pas. Après, vu que la choré, c'est moi qui l'ai créée, dans ma tête, elle est précise. Donc, on fait souvent des one by one, donc un couple par un couple. Et donc, si le couple, par exemple, la 4 a pas fait ça, ou je le vois, voilà. Donc, je leur dis. Et après, vraiment, vers les dernières répètes avant un show ou une compétition, on filme. On filme et après, on regarde et même eux-mêmes se disent, ah là, je sais pas, voilà. Du coup, ils sont autonomes. Et comment tu gères l'aspect plutôt motivation? Dans la pro, on va dire que certes, je dois motiver quand même, je motive l'équipe, je donne des objectifs, mais dans la pro, je pars du concept que on est sa propre source de motivation. Après, la semi-pro, c'est encore différent parce qu'il faut leur donner, en fait, cette envie de réfléchir de cette manière. Cette envie de se dire, OK, ben, je suis au point A, je dois aller au point D, je dois passer par B, C. C'est pas, je vais au point A, j'arrive au point D parce qu'on m'a tiré jusque là-bas. Donc voilà, moi j'essaye de leur montrer où aller en fait, de leur montrer le chemin et après c'est à eux de le prendre ou pas. Et c'est ça aussi qui forge en fait. Quand on te met au plus bas, bon, j'abuse, mais quand on te met en difficulté, quand on te met dans le rouge, c'est à ce moment-là où en fait ouais, tu te dis je dois sortir de cette noyade et c'est là où tu vas créer une force physique et mentale. Et par rapport à la pression du show ou de la compète, là, dans cette expérience que tu as eue avec Meraki, déjà, toi, individuellement, comment tu gères le stress? Est-ce que tu le ressens? Enfin, voilà. Et comment tu l'as géré justement avec la team que tu as emmenée Alors le stress, je sais pas si on peut appeler ça du stress que j'ai. C'est plus une pression dans le sens que bah, c'est deux minutes qui vont représenter 6 mois de travail. Donc voilà, c'est plus une adrénaline. Je me dis c'est le moment où il faut tout donner. Après ce que je conseille souvent au niveau du stress, c'est de souvent le stress il est là. En fait, il ferme l'énergie, il ferme tout. Et moi je dis en fait de le faire descendre, mettre dans les jambes. Et là le stress c'est un bon stress, c'est ça, c'est un stress de moteur. Et au niveau de la team, j'étais pas stressé, mais ce titre-là, je le voulais vraiment. Parce que je voulais, vu que c'était Baby Meraki, je voulais qu'il y ait un titre, une petite validation, une première validation, voilà, champion de France, c'est fait, un petit CV, une ligne, mais voilà. sur un premier essai, première team que tu emmènes, tu voulais direct. Ouais. C'est ton objectif dès le départ? La compétition, je sais pas si c'était l'objectif dès le départ, vraiment d'être en compétition. Une fois que je me suis lancé, il fallait qu'on gagne. Il fallait aller au bout. En fait, je voulais pas non plus brusquer les choses, accélérer trop les choses, parce qu'on était tous à distance, donc c'était déjà compliqué. Mais quand j'ai vu voilà les premiers trainings comment ça se passait, je me suis dit let's go, on y va, j'en sélectionne 5 et moi et voilà, on est parti. Hein. Et à partir de ce moment-là, il faut gagner. Et par rapport aux personnalités, est-ce que tu as trouvé ça difficile de gérer les différentes personnalités ou est-ce que du coup le choix a fait que finalement c'était plutôt homogène, ça s'est bien passé? Parce que cette place de leader, du coup, elle implique aussi de gérer parfois, pas forcément les tensions, mais juste les personnalités différentes. Franchement, je ne sais comment, mais tout c'est bien, les étoiles se sont bien alignées parce que c'était pas forcément des gens qui euh, qui avaient vécu des formations ou qui avaient déjà dansé à ce niveau-là ensemble. C'est des bonnes personnes aussi, c'est pas des, non, c'est des bons gens, comme je dis. Mais après, quand on rentre en training, la personnalité, elle disparaît. Il y a juste le danseur qui taffe. C'est ça, le côté pro. Après, bien évidemment que c'est plus agréable si on s'entend tous ensemble. Mais vu que pro implique travail,
pas obligé de t'entendre avec tes collègues de travail. Donc moi je pars du principe que voilà, après en dehors de la team, moi ce que je leur dis toujours c'est que s'ils ont besoin de m'appeler, s'ils ont besoin d'envoyer un message ou quoi, moi je suis toujours dispo parce que il y a le côté humain aussi dans la danse, parce que la danse c'est prenant aussi physiquement et mentalement. Donc pendant le training, il y a pas de question de nanana, mais après, avant, autour, on est là. Il y a un temps pour tout, mais C'est ça, c'est ça. tu sais pas encore s'il va y avoir un autre projet de compétition. Mm. Mais du coup, Meraki continue sur des projets de show. Oui. Ce serait ça l'idée s'il y a plus de compétition? Oh, oui, totalement. Okay. Ce serait vraiment développer le côté artistique, aller donner des cours en festival, en soirée même. Voilà, c'est vraiment devenir une team artiste. Là, actuellement, vous êtes combien dans la team? Dans la team pro, on y est 8, 6 qui font le show pour l'instant. Le nouveau show, pour l'instant, personne ne le fait. Enfin, il a pas encore été présenté, donc voilà. Mais le show actuel, il y en a 6 qui le performent. Et voilà, et la semi-pro, ils y sont 11, 12. Ça fait longtemps que je les ai pas vus. Il y a les vacances qui sont passées par là. C'est ça. Il y a un show prévu le 9 mars. Donc, ce sera un show au Sully spécial en mon nom. D'accord. Parce que ça va être mon anniversaire. Ah, et du coup, voilà, là, je vais présenter toutes mes teams. Donc, j'ai un atelier chorégraphique, donc c'est full shine. La semi-pro, du coup, et la pro, un nouveau solo. Et il va y avoir un 5e show, mais pour l'instant, grosse soirée, soirée spéciale Esteban. ouais, c'est ça. Chouette. Esteban Takeover. Est-ce que tu aurais des conseils pour quelqu'un qui voudrait soit monter sa team, soit se lancer dans la compétition? Alors pour monter sa team, conseil, c'est beaucoup de visualisation, beaucoup de qu'est-ce que tu attends de la team, qu'est-ce que tu comptes proposer avec cette team, quelles sont les caractéristiques entre guillemets de la team que la personne compte proposer. De bien définir le projet. C'est ça, que dans sa tête l'aspect et l'aspect extérieur de la team soit défini entre guillemets. Après bon, tout est, surtout quand on débute, tout est malléable, tout est encore modifiable. Et je pense que même au bout de 11, 12 ans, on peut toujours modifier l'aspect d'une team. Mais voilà, pour éviter de se perdre, parce que on crée une team, ben, on n'est plus seul, on n'est plus deux. Il y a des gens, entre guillemets, qui comptent sur nous. Il y a des gens qui ont remis ben, un peu leur travail entre nos mains, quoi. Donc il y a quand même une responsabilité à avoir. Donc il faut être assez carré dans nos objectifs et dans les caractéristiques, encore une fois. Et pour quelqu'un qui veut se lancer en compétition, c'était ça la question. Oui. Savoir pourquoi tu le fais. Et c'est ça, trouver sa motivation. Si c'est personnel, le style je veux me challenger, tout à fait. Hein. Si c'est je veux me venger de quelqu'un, ou si c'est juste une expérience, voilà, voir ce que c'est, ou si c'est aussi développer le milieu de la compétition. Ça, ouais, j'en ai entendu pas mal, enfin, deux, trois, qui m'ont parlé de ça, donc je trouve ça sympa. Et un conseil pour se lancer en compétition, ce serait, en fait, y aller. Soit tu te jettes et tu te mets vraiment à fond, ou soit on n'y va pas. Je pense que c'est un peu tout le temps comme ça dans la vie en général. Si tu vas aller faire de la compétition, euh, mets-toi dans cet esprit compétition. En fait, même si bon, c'est une compétition de salsa, les gens ils ont la vision de la salsa, disco sur la plage, et, bon, il faut confondre ça avec la zumba. En vrai, quand il y a le mot, ouais, voilà, quand il y a le mot compétition, il y a un mindset à avoir, il y a quelque chose à, voilà, il y a quelque chose de carré en fait, quelque chose de sportif vraiment dans la salsa. En fait. C'est ça. Et que en fait, si les gens y vont en mode oui, juste j'ai envie de faire une compétition, j'ai envie voilà je dis pas qu'il faut pas s'amuser, mais si on y va juste pour le fun quoi, en fait ça décrédibilise déjà la compétition salsa qui en plus est en plein essor donc on va essayer de faire un effort et au final on peut pas dire qu'on a vraiment fait une compétition parce que la compétition c'est pas juste les 2 minutes où tu es sur scène, c'est toute une préparation, c'est des mois d'entraînement, des mois de sport, de nutrition, de mindset, de visualisation. Voilà, c'est tout un ensemble. Voilà, c'est mes conseils. Ok, merci. J'ai une dernière question pour toi, Esteban. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as appris grâce à la salsa et qui te sert dans ta vie
sport salsa dans ta vie de tous les jours? Pour moi, tout, hein. Pour moi, la danse, c'est une personne à part entière de mon éducation, que ce soit la salsa ou en général. Déjà, l'ouverture d'esprit, être ouvert à des choses qu'on connaît pas, des choses qu'on n'aime pas forcément. Donc, ce qui mène aussi au respect de l'autre, qui mène aussi au respect de la femme, du coup, parce qu'on danse, en général, pas tout le temps, mais du coup, avec des femmes. Donc, quand on danse avec des filles, du coup, depuis l'âge de 6 ans, on va dire que il y a des choses qui nous paraissent évidentes, qui, pour certains hommes d'aujourd'hui, bon, voilà. Après, ça nous apprend aussi, ouais, la discipline, pareil, la discipline, le fait de se surpasser tous les jours, de savoir gérer le stress, l'angoisse, la fatigue. Enfin, pour moi, la danse, ça m'a quasiment tout appris. Je dénigre pas l'école, hein, attention. Mais la danse, ça apprend comment être humain, entre guillemets. Merci Esteban. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Moi c'est Manon et on se retrouve dans 15 jours avec un nouvel invité. Nous discuterons ensemble de la physiologie du corps et de la préparation physique au service de la salsa. En attendant, n'hésite pas à soutenir le podcast, partage l'épisode autour de toi ou laisse un commentaire, ça aide énormément. Et si tu veux découvrir les bonus de l'épisode, rendez-vous sur Instagram. À bientôt!